Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La séance est ouverte. Au menu, dans la niche socialiste, une proposition de loi pour instaurer un nombre minimum de soignants par patient à l'hôpital. Le texte a été adopté en février 2023 au Sénat. Aujourd'hui, c'est au tour des députés de prendre position. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, nous nous retrouvons donc ce matin pour examiner la proposition de loi déposée au Sénat par le sénateur Bernard Jomier sur, et je cite le titre parce que c'est particulièrement important, c'est d'offrir un cadre de travail décent et bien traitant aux professionnels de santé et de permettre une prise en charge des patients conforme aux exigences de qualité et de sécurité des soins. Donc je remercie le groupe socialiste et Guillaume Garot pour cette proposition de loi suite au Sénat, parce que je crois qu'on a un certain nombre de sujets sur ces bancs qui permettent, à mon sens, que l'on puisse trouver des solutions dans l'intérêt des Français, que ce soit malheureusement les malades, les patients potentiels en France, et puis nos soignants. Et je trouve que, quelque part, par cette proposition de loi que vous reprenez ce matin, eh bien, on donne du sens à ce que beaucoup de professionnels de santé souhaitent retrouver, c'est cette quête de sens. Tout n'est pas que négociation financière ou autre, conditions de travail. Je pense que le sens de pouvoir prendre en charge convenablement les patients, eh bien, c'est quand même assez étonnant qu'on soit obligé de le redire, mais je crois que quand on décide, au terme de son engagement professionnel et au terme de ses études, de faire finalement des choix pour pouvoir s'occuper des autres, eh bien, on souhaite tous le faire dans de bonnes conditions. Et j'ai retrouvé beaucoup ce sujet-là à travers cette PPL. Alors, il faut que j'aille assez vite parce qu'on est dans une niche, pardon. Je vais aller assez vite sur ce ratio minimal de soignants au lit des patients. Il faut que, naturellement, nous puissions évoquer ce sujet en tenant compte de la situation de nos hôpitaux, de conditions de travail actuelles avec les mesures d'attractivité et aussi les mesures de qualité et de sécurité des soins. Je rappellerai quand même quelques chiffres qui sont intéressants sur lesquels on a 21% de nos infirmières hospitalières qui quittent l'hôpital après 10 ans. Donc je pense que c'est un sujet et je pense que cette proposition de loi répond aussi vis-à-vis de ces chiffres entre guillemets cachés de perte de sens et de quitter la structure. Par contre, il faudra qu'on soit très vigilant puisque même sans la proposition de loi que vous faites, il faut quand même former 80 000 infirmières d'ici 2050 sans que les ratios se fassent. Donc il y a un principe de réalité qui doit effectivement nous animer ce matin entre comment améliorer les choses et comment ne pas faire quelque chose uniquement pour se faire plaisir, de voter quelque chose ici ce matin qui serait totalement irréalisable et qui enverrait un signal, un double signal très négatif à l'ensemble des soignants de France qui nous regardent et des patients en disant ils font des choses qui sont irréalisables. Donc c'est dans cet esprit-là que je vais aborder le texte. Il a été voté dans une très large majorité au Sénat, donc on voit bien que ça transcende les courants politiques, 257 pour, 16 contre. Tout ça doit aussi s'inscrire dans la volonté du gouvernement de pouvoir avoir une hausse globale de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, puisque vous le savez, en début des discussions, nous le proposons à 3,3%, ce qui représente 9 milliards d'euros supplémentaires par rapport à l'ONDAM identifié en 2024. Donc il y aura une part de sous-ONDAM pour les établissements hospitaliers qui sera donc portée au vu de nos discussions budgétaires naturellement, mais qui en entrée de discussion est à 3,8. Donc nous l'avons bien compris, nos structures d'hospitalisation ont besoin essentiellement de moyens humains. Pour cela, il faudra former plus, former mieux, ça sera les engagements, naturellement les paramédicaux ce matin, mais je souhaite qu'on puisse évoquer, nous avons déjà eu ces discussions avec Guillaume Garot sur la
la formation médicale, puisqu'actuellement nous ne formons pas suffisamment de médecins d'une façon générale par rapport au vieillissement de la population, par rapport au nombre de nouveaux habitants, 15 millions de plus par rapport à 1970, et puis surtout le rapport au travail qui a énormément changé, puisque pour un médecin généraliste qui part en retraite, c'est 2,3 qu'il faut former pour pouvoir le remplacer. Quand je dis qu'il faut former plus, il faut aussi former mieux, pouvoir incorporer dans la formation de nos soignants les nouveaux outils de demain, notamment l'intelligence artificielle. Nos professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, doivent être formés aux nouvelles technologies. Attention, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les soignants au lit du malade, mais on doit quand même leur donner les outils. Alors, pour rentrer clairement dans les conditions de travail et dans le sujet qui nous anime, il faut naturellement permettre, par le biais de ce texte, qu'il y ait suffisamment de temps pour les soignants pour pouvoir s'occuper des patients, mais il faut également, en creux, dans ce texte, envisager ce qui pourra se préciser dans les suites et à la flexibilité nécessaire auprès des établissements, de permettre effectivement des mesures d'attractivité et d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie professionnelle qui engloberont naturellement les rythmes de travail, la flexibilité, d'entendre aussi les problématiques de pouvoir d'achat des soignants sur le financement des transports, le financement de la garde d'enfants, des cantines d'enfants et le logement, qui sont tout un tas de conditions que j'applique moi-même, que j'appliquais jusqu'en décembre dans mes propres services, parce que c'est comme ça que l'on permettait d'avoir des soignants qui restent à leur poste. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie. J'espère que nous allons pouvoir, dans cette volonté transpartisane, pouvoir avancer sur ce texte, que ça soit une réussite. Alors, il y a globalement deux façons de faire. Nous en avons évoqué très tranquillement depuis l'examen en commission. Il y a une volonté, moi j'aime bien dire les choses, il y a une volonté du Sénat, dans un souci de pouvoir aller assez vite et de marquer les choses, de vouloir faire une conforme. C'est ce qui s'est fait en commission des affaires sociales. Et puis, il y a une autre volonté de pouvoir effectivement amender sur un certain nombre de points que je vais redétailler pour le rendre plus réalisable. Donc, ces deux méthodes, deux façons. Moi, au final, quelle que soit la solution que l'hémicycle va retenir, moi, je suis favorable à cette proposition de loi parce que je crois qu'il faut pouvoir travailler sur la quête de sens. Donc, je suis favorable, je le redis. Quel que soit le moyen, soit finalement vous donnez plus de pouvoir au ministre et c'est par décret qu'on va rendre cela réalisable, soit nous commençons à le construire, ce qui nécessitera une nouvelle lecture. Donc, c'est au choix. Mais en tout cas, il faudra que nous avancions sur ces sujets. C'est le principe de réalité. Quoi qu'il en soit, en fonction de nos travaux, eh bien, le texte permettra une saisine de la Haute Autorité de Santé pour pouvoir eh bien, en aborder les aspects techniques et scientifiques, je le redis, pour permettre effectivement eh bien, une bonne application. Alors on verra en fonction des textes et des dates. Et surtout, il faudra être extrêmement prudent, même si ce sujet nous anime, de ne pas confondre vitesse et précipitation pour qu'on ne fasse pas quelque chose qui ne soit pas en mesure de produire ses effets. Donc, je suis aussi très attaché à ce que les établissements de santé, les directions, mais surtout les soignants, médecins, cadres de santé qui pilotent les unités, les services, gardent une certaine flexibilité en fonction aussi de la charge de travail. Je pense que c'est que des retours de terrain, mais c'est aussi pour ça que nous sommes là, et que nous puissions laisser aux établissements et aux différentes équipes soignantes une marge de manœuvre et de confiance, et aussi c'est à eux d'apprécier les meilleures conditions de sécurité des patients qu'ils prennent en charge. Après, vous le savez, je ne souhaite pas, en tant que ministre de la Santé, pour moi, la sécurité des patients est extrêmement importante, la qualité de vie des soignants aussi, quelle que soit en fait la nature juridique de la structure, qu'elle soit publique ou privée. C'est la qualité des soins avant tout et le bien-être des soignants. Je remercie l'examen des amendements et de pouvoir continuer le travail comme il a été amorcé au Sénat par la rapporteure Laurence Rossignol. Donc, juste pour conclure, nous avons des sujets très clairs à
étayé ce matin et arbitré, c'est les délais. Si nous votons ce texte-là, dans quel délai nous sommes capables de pouvoir le mettre en application, parce que derrière, il va falloir former plus. Vous savez que la formation des paramédicaux est une organisation suite à la loi de 2004 qui se fait avec les régions. Donc, il faut que quand nous décidions ici de former plus, eh bien, nous soyons bien en lien avec les régions. C'est tout le sens des discussions que j'ai et que j'aurai avec notamment Région de France et sa présidente Carole Delga. C'est de pouvoir effectivement définir aussi de quel type de professionnel nous souhaitons effectivement mettre des quotas, et je pense que nous pensons tous notamment aux infirmières et aux aides-soignantes. Le troisième point, ça sera naturellement de pouvoir évoquer aussi le financement de tout ça, puisqu'il y a un financement que nous avons chiffré, que j'ai chiffré, qui se situe autour de 7 milliards d'euros. Donc naturellement, dans les contraintes budgétaires, il faudra comment nous puissions voir comment nous pouvons porter tout ça pour que ça soit juste, équilibré et efficace. Voilà, donc je suis très confiant dans les travaux de ce matin et j'espère que nous allons aboutir ensemble dans l'intérêt des malades et surtout dans les conditions de travail de nos soignants et dans l'ensemble des éléments qui font que parfois les personnels ne vont pas à l'hôpital ou quittent l'hôpital par quête de sens. Eh bien, je pense que ce matin, nous allons redonner du sens à la mission des soignants et je crois que c'est quelque chose de très important. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Guillaume Garot, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, le 31 décembre, c'était il y a quelques jours, j'étais à Laval, dans mon département, pour saluer, comme je le fais chaque année, tous les agents publics qui travaillent la nuit du Nouvel An. J'étais avec la préfète et nous sommes allés voir les pompiers, les policiers, les gendarmes, les surveillants de la maison d'arrêt et puis nous nous sommes rendus à l'hôpital, au service des urgences. Et nous avons rencontré, à ce moment-là, des infirmières, des aides-soignants, des médecins qui étaient à bout. Certains ont craqué parce que la pression était extrêmement forte. Il y avait des patients qui étaient sur des brancards dans le couloir et qui allaient y passer la nuit. C'est ça la réalité des urgences aujourd'hui. Et cette tension que nous avons connue aux urgences, elle est aussi palpable, vous savez, dans beaucoup d'autres services de nos hôpitaux. Et que nous disent les soignants? Ils nous disent qu'ils courent d'un patient à l'autre, d'une chambre à l'autre, et qu'ils n'arrivent pas à faire face dans de bonnes conditions. Et ils se considèrent bien souvent comme maltraitant leurs malades. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, dans votre propos à l'instant, il y a un rapport de votre ministère, de l'adresse, qui dit qu'en 2023, une infirmière sur 5 a quitté l'hôpital au bout de 10 ans, et bien souvent pour changer de métier. Alors oui, il faut le dire, l'hôpital public en France aujourd'hui, il est en souffrance. Et notre devoir, c'est de répondre à cette souffrance, c'est de réparer l'hôpital pour apporter à chacun, où qu'il soit, quel qu'il soit, la garantie d'être bien soigné. C'est ça notre pacte républicain et c'est le sens profond du texte que je défends devant vous aujourd'hui pour redonner espoir aux soignants et confiance aux patients. Alors ce que nous vous proposons, c'est un cadre législatif clair en traçant un horizon pour améliorer le quotidien des soignants. Comment ? Eh bien, en instaurant un nombre minimum de soignants par patient. Et nous le savons, ces règles, ces ratios, ils existent dans d'autres pays déjà. C'est le cas en Californie, c'est le cas aussi en Australie, dans l'État du Queensland. Et dans ces États, l'efficacité, elle est démontrée. Les ratios, ils ont entraîné une amélioration des conditions de travail, donc une amélioration de la qualité des soins pour les patients. Et, ça vous intéressera, Monsieur le Ministre,
Les résultats ils sont tout aussi probants sur le plan financier, parce qu'au final, ça permet de générer des économies. Et pourquoi? Parce que les séjours sont plus courts, parce que les prises en charge sont plus précoces, parce que les risques sont mieux évités, c'est moins de maladies nosocomiales, c'est moins de complications et ce sont des guérisons plus rapides. Donc, il faut considérer que ces ratios ne sont pas une charge de fonctionnement, mais bien davantage une dépense d'investissement. Et moi, je veux ce matin insister sur la démarche très pragmatique de ce texte qui a été porté par notre collègue du Sénat, Bernard Jomier, que je salue. Et ça permet de répondre à certaines de vos préventions, Monsieur le ministre. D'abord, ce n'est pas à nous, législateurs, de définir ces ratios. Ce sera à la haute autorité de santé de le faire, service après service. Ce qui veut dire que la loi, elle ne devra pas s'appliquer sur un claquement de doigts. Personne ne dit ça. Mais sur un horizon de moyen terme, avec 4 à 6 années. Et cet horizon de moyen terme, il est indispensable. D'abord pour évaluer les besoins, ce sera à la charge de la haute autorité de santé, et puis bien sûr pour former les soignants dont nous aurons besoin, mais avec à la clé une réponse à la crise de l'attractivité de ces métiers. Ensuite, je veux le dire, Monsieur le Ministre, nous nous donnons toutes les assurances pour adapter, le cas échéant, ces ratios qui auront été définis aux réalités locales, hôpital après hôpital. Et c'est dans la loi, parce que les instances internes de l'hôpital seront associées. Alors, j'ai entendu certains de nos collègues qui s'effraient, qui s'inquiètent. Ils nous disent « Ah ben si le ratio n'est pas respecté, alors les lits fermeront, les services fermeront. » Je veux les rassurer. Rien n'est plus faux. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de généraliser à tous les services les ratios de sécurité tels qu'ils existent, là où ils sont aujourd'hui. Je pense à la réanimation, je pense aux grands brûlés, je pense à la néonatologie. Ça, ce sont des ratios de sécurité. Là, en l'occurrence, il s'agit de ratios de qualité, c'est-à-dire qu'à aucun moment, et quand bien même nous ne pourrions les atteindre dans tel ou tel hôpital, à aucun moment, ils n'entraîneront, et c'est important de le dire, bien sûr, de fermeture. Ce que je veux dire, au-delà de ça, c'est qu'il reviendra au ministre de la Santé de précisément mener toutes les concertations, toutes les consultations pour que ce soit réalisable. C'était votre terme, Monsieur le ministre. Alors bien sûr, il faudra former davantage de soignants, et là c'est un chantier à ouvrir avec les régions, vous l'avez dit. Alors bien sûr aussi, il faudra revaloriser l'ONDAM année après année, parce que c'est indispensable de le faire, on ne fait pas mieux avec moins. Mais je le dis aussi, à terme, je le redis, ce sera une économie pour notre système de santé. Ce que je veux vous dire, chers collègues, c'est que ce texte, c'est une première brique pour reconstruire l'hôpital, pour mieux prendre en charge les patients, mieux respecter ceux qui les soignent et mieux anticiper les besoins de formation. Ce qui veut dire que cette loi, c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. Je ne dis pas que nous allons tout résoudre, bien sûr, avec ce texte, personne ne dit cela. Mais j'affirme ici qu'il s'agit d'un cadre favorable à une réforme profonde de nos politiques de soins, comme on devra ici, de la même façon, se saisir de la question des déserts médicaux dans une démarche qui devra être transpartisane. Mes chers collègues, et j'en terminerai par là, ça fait 2 ans que le texte il est coincé entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il ne faut pas aujourd'hui perdre davantage de temps. Le texte il a été adopté conforme en commission. Et il a été adopté d'ailleurs à l'unanimité, c'est-à-dire avec des votes pour et avec des abstentions.
Et moi, je souhaite, bien évidemment, que nous puissions retrouver aujourd'hui cette large approbation. Je nous en crois capables et je veux ici saluer sincèrement l'ouverture et l'esprit de concertation du ministre Neuder, avec qui j'ai d'ailleurs échangé à plusieurs reprises sur le texte, et qui, lorsqu'il était, il n'y a pas si longtemps, 2 mois, député de cette même commission, s'est prononcé favorablement pour le texte. Ce que je crois donc, c'est qu'il nous faut adopter ce texte aujourd'hui conformément à la version venue du Sénat, c'est-à-dire sans amendement, pour que nous puissions agir efficacement et ne pas repartir, je vous le dis, dans un cycle qui serait incertain dans le contexte politique que chacun connaît. Et je fais confiance, moi, au ministre pour ensuite conduire toutes les concertations, toutes les consultations nécessaires pour mettre en œuvre au mieux ce que nous, ici, législateurs, aurons voté. Alors, chers collègues, je vous propose de marquer une étape forte, une étape concrète pour reconnaître l'investissement des soignants et redonner du sens au métier qui est le leur. Les soignants, ils sont là dans les tribunes, je les salue, mais ils nous attendent aussi dans les services de nos hôpitaux. Nous leur devons d'agir. Ne les décevons pas pour retrouver force et confiance dans cet hôpital qui doit redevenir une fierté de la France. Je vous remercie. Merci. Nous en venons à la discussion générale. Madame Fanny d'Ambrecost pour le groupe socialiste et apparenté pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je salue également notre collègue sénateur Bernard Jomy. Cette proposition de loi répond à une urgence, l'état critique de notre hôpital public. Les alertes des soignants, des usagers et des élus se multiplient depuis des années. La crise sanitaire a révélé les failles de notre système et aggravé les tensions, plongeant notre hôpital dans une situation alarmante, comme on a encore pu le constater lors de l'épidémie de grippe. Aujourd'hui, la crise est avant tout humaine. Elle se lit sur les visages des soignants épuisés et dans l'angoisse des patients confrontés à la fermeture de lits et à des délais d'attente interminables. 85% des soignants estiment que les conditions de travail se sont dégradées depuis la pandémie. Ces chiffres traduisent un véritable mal-être, burn-out, départs massifs, démissions silencieuses, recours excessif et coûteux à l'intérim. L'hôpital n'a pas besoin de béquilles temporaires, il a besoin de réformes structurelles. Cette proposition de loi, portée par les députés socialistes auprès de Guillaume Garot, est une réponse principielle qui devra être poursuivie par le travail du législateur durant les débats sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Elle propose de garantir un ratio minimal de soignants par patient. Pourquoi ce choix ? Parce que les soignants ont besoin de conditions dignes pour accomplir leur mission et que les patients méritent des soins sûrs et de qualité. Les effets positifs de tels ratios sont documentés. Aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, ils ont réduit la mortalité hospitalière, amélioré la qualité des soins et surtout redonné aux soignants l'envie d'exercer leur métier. Ce texte a été pensé pour être réaliste. Il s'adapte aux spécificités des services, des spécialités et des territoires. Les standards seront définis en concertation avec la Haute Autorité de Santé et les équipes de terrain. Cette réforme est une question de reconnaissance pour nos soignants, mais aussi de justice pour les patients, notamment dans les territoires où l'accès aux soins se détériore. Nous savons également que les causes de cette crise vont au-delà des ratios. Salaires insuffisants, désertification médicale, difficultés d'accès au logement, conditions de travail éprouvantes. Lors des débats sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, les députés socialistes continueront à porter des propositions ambitieuses pour répondre à ces défis dans une démarche budgétaire responsable et cohérente. Cette proposition de loi trace un cap,
et pose les bases d'une réforme globale. Elle complète d'autres initiatives pour lutter contre les déserts médicaux, renforcer la prévention, améliorer l'attractivité des métiers du soin. Adopter ce texte, c'est envoyer un message clair. Nous avons entendu les soignants et les patients. Monsieur le ministre, chers collègues, le statu quo mène notre hôpital droit dans le mur. Nous devons agir. Ce texte est un premier pas qui ouvre la voie à un hôpital public plus solide, plus solidaire et plus humain. Les députés socialistes ont choisi, nous voterons ce texte et nous poursuivrons le travail lors des discussions du projet de loi de finances pour garantir à nos concitoyens un système de santé à la hauteur de leurs attentes. Je vous remercie. Madame Josiane Corneloup, pour le groupe Droite républicaine, pour 5 minutes. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, face au désarroi des personnels de notre système hospitalier, épuisés par l'intensité des cadences de travail qu'exige l'accueil des patients qui, de leur côté, perdent confiance dans cette institution, mon groupe Droite républicaine a examiné avec beaucoup d'intérêt cette proposition de loi relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient, portée par le sénateur Bernard Jomier. L'instauration de ratios qualitatifs minimums entre soignants et patients, s'articulant avec les ratios sécuritaires existants, constitue une mesure qu'appelle de leur souhait l'ensemble des professionnels du secteur sanitaire. Elle améliorerait les conditions de travail de ces derniers tout en offrant une meilleure prise en charge des malades. Combien de fois ai-je rencontré dans ma circonscription des soignants m'ayant fait part de leur mal-être au travail, de la perte de sens de leur métier, que certains ont hélas fini par quitter. Nous savons que la détérioration des conditions de travail des personnels soignants est l'une des principales causes de départ de l'hôpital. Ainsi, 150 000 infirmiers et infirmières formés ont renoncé à exercer leur métier. Selon l'adresse, près de 50% partent après 5 ans passés à l'hôpital. L'instauration d'un nombre minimum de soignants par nombre de lits ouverts ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, même si elle ne peut être suffisante, peut constituer une première étape, propice à une restauration de l'attractivité du métier de soignant à l'hôpital. Les ratios créés tiennent compte de la charge de soins associée aux activités et, contrairement aux ratios sécuritaires, leur non-respect n'entraînerait pas, en théorie, de fermeture de lits ou de réduction obligatoire du capacitaire. De même, considérer cette loi comme une loi de programmation nous semble raisonnable car sa mise en œuvre exigera du temps et un très important travail préparatoire. Si nous soutenons ce message fort de soutien adressé aux soignants dans un contexte tendu, nous souhaiterions néanmoins faire part de quelques réserves quant à l'opérationnalité de son déploiement. Qu'en est-il ainsi de l'opposabilité de ces ratios, dont le non-respect, même s'il n'entraîne pas de sanctions, risque néanmoins d'engager la responsabilité des établissements concernés? Ne risque-t-on pas d'assister dans la pratique à des fermetures de services ou de lits d'hospitalisation et, in fine, à restreindre l'accès aux soins des patients, l'inverse du but recherché par cette PPL? Si l'on se réfère à l'exemple allemand, une étude d'évaluation de l'Association allemande des hôpitaux datant de 2024, citée par les fédérations hospitalières françaises, évalue à plus de 60% le nombre d'hôpitaux ayant été obligés de fermer des lits en raison de la mise en œuvre généralisée des ratios soignants-patients. En période de forte fréquentation touristique, d'épisodes épidémiques qui exercent une pression forte sur les hôpitaux, les ratios définis pourront-ils être modulés pour coller au mieux à la situation de chaque établissement? D'autre part, pourquoi limiter la mise en place de ces ratios au seul hôpital et exclure des bénéfices escomptés pour les personnels et les malades l'ensemble des établissements qui n'évoluent pas dans le secteur public de la santé? N'introduit-on pas une discrimination ou une rupture d'égalité entre des personnes pourtant confrontées au même problème? Enfin, et il est impossible de l'ignorer quand notre pays supporte une dette de plus de 300 milliards d'euros, quelle est précisément la soutenabilité de l'introduction d'un tel dispositif pour les établissements qui devront le mettre en place? Des directions d'établissements de santé font déjà état d'une augmentation mécanique de la masse salariale de 7 milliards d'euros, représentant une progression de l'Ondam de plus de 6 points.
Comment sera compensée cette charge supplémentaire, alors que nous savons, mes chers collègues, que les situations budgétaires et financières de nombre de ces structures sont aujourd'hui fortement dégradées? Bienveillance et prudence. Voilà l'état d'esprit dans lequel mon groupe aborde l'examen de cette PPL. De la suite qui sera donnée aux amendements que nous avons déposés dépendra notre vote. Amendements visant à l'extension des ratios à l'ensemble des établissements. Amendements visant à mettre en place des fourchettes concernant les ratios au sein des établissements de santé. Amendements visant à inscrire la compétence approbation dans les compétences réellement dévolues à la CME et à la CSIR-MT, côté établissement public de santé, qui à ce jour ne dispose que d'une compétence consultative. Si nous avons tous ici la volonté ferme et déterminée d'améliorer les conditions de travail des personnels soignants et de favoriser la prise en charge de grande qualité et sécurisée des patients, nous devons impérativement éviter qu'une application précipitée, n'intégrant pas tous les critères d'un déploiement efficace de cette réforme de fond, n'engendre déception et rejet. Ce serait alors une catastrophe qui rejaillirait sur l'ensemble des acteurs de notre système de santé qui en attendent tant. Aussi devons-nous nous assurer de tout mettre en œuvre pour sécuriser cette situation et optimiser ses chances de réussite. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Sabrina Sebaï, pour le groupe écologiste et social. 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur. D'année en année, de politique en politique, combien se pressent ici sur ce pupitre pour défendre par mots et par mots l'hôpital public? Combien déclarent leur amour et leur admiration sans faille pour les infirmiers, pour les médecins, pour les aides-soignants? Combien encore promettent que l'hôpital public est le joyau de la République française et que jamais, au grand jamais, ils ne laisseront personne attaquer ce beau service public? Et pourtant, en 20 ans, l'activité des urgences a doublé et il n'y a eu aucun investissement à la hauteur des enjeux. D'ailleurs, les présidents de l'ensemble des CHU de France s'alarment du manque d'investissement de leurs établissements. Nos journées sont saturées par des informations toutes plus alarmantes les unes que les autres. Le 8 janvier, une patiente meurt ainsi d'attente aux urgences de Longjumeau. Le 10 janvier, une autre patiente meurt à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Du fait du manque chronique de personnel, on ne peut plus mesurer les retards de diagnostic à cause des heures d'attente et des conditions de prise en charge très dégradées. En 2022, un rapport du Sénat chiffrait le temps moyen d'attente aux urgences en France de 4h23, soit 263 minutes. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est près de 30 000 lits d'hôpitaux fermés et 2/3 des soignants en burn-out. Votre bilan, c'est 22 millions de Français assignés dans un désert médical, des hôpitaux abandonnés et des maternités fermées. C'est un déficit de 2 milliards d'euros pour l'hôpital. Votre majorité a saccagé l'hôpital public, ses soignants et ses patients. Mais quel est donc votre objectif, si ce n'est celui de détruire le service public de l'hôpital au profit du secteur privé? Le secteur public, ce n'est pas un vain mot, c'est celui de soigner, sans regarder la couleur de peau ni l'origine sociale, sans compter ses heures et sa fatigue. Le sens du service public, ce n'est pas de baisser les bras et se mobiliser chaque fois qu'il est nécessaire pour défendre ce bien précieux. Et je veux remercier ici ceux qui sont en tribune avec nous, membres du collectif Interhôpitaux et ceux qui nous suivent de loin. Je pense à Anne Gervais, Thierry Amrou, Étienne Langline et d'autres qui sont avec nous, à tous ces infirmiers, aides-soignants, médecins qui au quotidien se battent et ne baissent jamais les bras. L'hôpital public, c'est le dernier recours pour ceux qui n'ont plus de médecins traitants. À Nanterre, dans ma circonscription, il existe un quartier proche de la Défense, proche de Paris, Pablo Picasso. Là-bas, il y a un seul médecin pour près de 15 000 habitants. Oui, l'Île-de-France, vous savez, ce grand désert médical, car quand on a la chance d'avoir un médecin traitant, car c'est devenu une chance aujourd'hui, il faut bien souvent attendre des semaines avant d'obtenir un rendez-vous. Mais qui aurait pu prédire que cela aurait des conséquences avec des patients obligés de frapper aux portes des hôpitaux et des urgences? Cette surcharge, elle a des conséquences sur un personnel soignant qui sort de la crise du Covid déjà à genoux. Oui, l'hôpital tient encore, mais il ne tient pas grâce à vous, il tient contre vous. Et je tiens à remercier le sénateur Bernard Jomier, qui est ici avec nous, qui a eu le courage de lier revendications sociales et politiques en déposant cette proposition de loi, ainsi qu'à Guillaume Garot d'avoir repris ce texte, qui, après des années de mobilisation, est enfin voté. Pour les patients, pour les soignants,
Ce ratio viendra apporter de l'humain, viendra améliorer la qualité des soins, viendra soutenir des professionnels qui, bon gré mal gré, font tenir notre hôpital public. Car si la moyenne doit être de 6 à 8 patients par soignant, nous en sommes au double en France. Alors rassurez-vous, nous n'inventons rien avec cette proposition de loi. Son dispositif est déjà mis en place dans d'autres pays à travers le monde. La Californie a été citée et ce ratio a fait revenir des infirmières parties, a amélioré la prise en charge des patients et a surtout évité des complications et des morts. Ce ratio, il n'a pas fermé des services, pas plus qu'il n'a poussé les hôpitaux à mettre la clé sous la porte. Il a sauvé des vies. Alors oui, il faut passer un peu à la caisse pour rendre ce dispositif efficace, mais cela permettra une économie bien plus grande sur le long terme en comptant la diminution drastique des complications dues à une mauvaise prise en charge. De l'investissement utile, somme toute, et plus juste que celui du gouvernement fait en donnant aux entreprises du CAC 40 des milliards d'euros sans contrepartie sociale ni environnementale. Alors oui, la crise de l'hôpital public ne date pas d'hier. 37 000 lits avaient déjà été fermés sous Nicolas Sarkozy. Oui, elle ne date pas d'hier, mais au lieu de reconnaître votre part de responsabilité, vous renvoyez toujours la balle aux autres. Car avec vous, il y a toujours un bouc émissaire, quelqu'un de plus fautif que vous. D'abord les patients, qui faute de médecins disponibles sont obligés de venir se faire soigner aux urgences, et bam, le forfait urgence. Ensuite les étrangers, qui, rendez-vous compte, ont le culot de ne pas vouloir mourir sur le trottoir, et bam, suppression de l'AME. Les soignants ensuite, qui râlent quand même un peu trop selon vous, alors qu'ils sont les moins bien payés en Europe. Les Français, enfin, car ils sont ingrats et ne savent pas reconnaître les efforts du Mozart de la finance qui s'est transformé en Beethoven de la dette. Mais le problème, ça n'est pas les patients, ça n'est pas les soignants, ça n'est pas les Mamadou, et c'est encore moins les Français, n'en déplaise à certains. Le problème, c'est vos tableaux Excel, c'est votre abandon de l'hôpital public, c'est votre mépris. Le problème, monsieur le ministre, c'est vous et votre politique. Je vous remercie. Je vous remercie. Prochaine séance cet après-midi à 15 h pour la suite des propositions de loi dans le cadre de la journée réservée du groupe socialiste et apparenté. La séance est levée. Nous reprenons la discussion générale avec M. Philippe Vigier pour le groupe Les Démocrates. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Monsieur le ministre, je vais vous dire que c'est un moment important que nous vivons, puisque, avec cette proposition de loi, on parle de nos soignants, et je connais bien le rapporteur de ce texte. Moi qui suis également un professionnel de santé et qui ai démarré mon engagement dans le syndicalisme pour défendre le statut des internes. Donc je suis sensible, naturellement, au sort de ces soignants dont on a tant besoin, et n'oublions pas que la Covid n'était pas très loin. Alors je connais, monsieur le rapporteur, votre combat. Je connais votre combat pour l'accès aux soins. Je suis d'ailleurs très heureux que sur la lutte contre les déserts médicaux, nous soyons sur une ligne partagée. J'étais bien seul dans cet hémicycle depuis pratiquement une quinzaine d'années, mais maintenant nous sommes plus nombreux, plus de 200 signataires sur un nouveau texte. Je le disais à l'instant, c'est un sujet absolument majeur. Et naturellement, la question qui se pose, est-ce que oui ou non, cette proposition de loi permettra d'avancer ou de ne pas avancer? Bien sûr, l'intention, elle est là. L'intention, elle est louable. De dire, on va mettre des quotas, on va vérifier service par service ce qui se passe. On verra si oui ou non on est en capacité de faire en sorte que ces services puissent fonctionner. Et en fait, vous savez, les soignants, ils n'ont pas besoin de normes nouvelles, ils n'ont pas besoin de contraintes, ils n'ont pas besoin d'encadrement plus que cela. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur fasse confiance, deux, qu'ils soient plus nombreux. Ça a été dit ce matin à plusieurs reprises. On a augmenté, n'est-ce pas, monsieur le ministre, la formation par exemple, de tous les infirmiers, les aides-soignants, depuis que les régions, depuis 2004, ont la compétence pleine et entière qui leur a été donnée. Mais on a un sujet d'attractivité majeur. Alors, moi, je ne voudrais pas que la promesse d'un jour, fut-elle au départ relayée par nos sénateurs, soit la tristesse du lendemain. Et oui, parce que la tristesse du lendemain, on n'avance pas à coup de quotas, de normes, et tous ces quotas et toutes ces normes, s'ils ne sont pas respectés. Et si je lis bien ce qui est dans votre texte, parce que vous savez que j'aime bien également regarder les choses avec beaucoup de précision. D'abord, ces ratios seraient établis après consultation de la HAS et signés ensuite par le ministre, après donc un décret qui serait pris. Mais la France, et ce matin on a eu un débat sur les Outre-mer, elle n'est pas identique selon qu'on est dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. La France n'est pas identique selon qu'on est dans un CHU ou selon que l'on est dans une petite ville qui compte un petit centre hospitalier. Et je le vis tous les jours, plein fouet, dans mon territoire. Donc, si on se retrouve
sur le fait que les conditions de travail doivent être améliorées pour les soignants. Oui, d'ailleurs, le Ségur, personne n'a rappelé un seul mot là-dessus. Enfin, pardonnez-moi, il y a eu des années qui se sont écoulées avant 2017. Moi, j'étais là quand je voyais que le budget de la Sécu, et vous étiez également député, monsieur le rapporteur, il n'y avait pas cet effort qui avait été fait. Soulignons quand même que l'effort du Ségur, il a été assez singulier et que cet effort était indispensable. Deuxièmement, je voudrais simplement évoquer avec vous le fait que si ces quotas ne sont pas respectés, qu'est-ce qui va se passer? Où ne sont-ils pas respectés? Toujours aux mêmes endroits. C'est là où, dans un service malheureusement souvent en milieu rural, dans petits centres hospitaliers, où il y aura moins d'effectifs. Alors on fait quoi? On ferme les services ce jour-là? Que fait-on? Et c'est ça le sujet qui va être sur la table. Et donc la crispation, parce qu'elle est déjà grande, et vous l'avez très bien dit ce matin, il y a déjà des services pour lesquels, en dialyse par exemple, en réanimation pour lesquels il y a des quotas. Mais si ces quotas s'étaient appliqués, on aurait fait comment pendant la crise Covid? Je regarde le ministre, où jour et nuit, les personnels étaient mobilisés en tension absolue, où les quotas n'étaient toujours pas au rendez-vous, parce que lorsqu'on a décidé de soigner, monsieur le ministre, et lorsqu'on a décidé de soigner, je serais heureux que le président de la commission nous rejoigne, lorsqu'il y a eu ces serments d'Hippocrate qui a été fait, les soignants ont montré une abnégation, un courage et un dévouement tous les instants. Donc, ce qu'il faut d'abord, massivement, vous le savez, c'est mieux former, plus former, et faire en sorte que la sédentarisation des soignants soit là. Interrogeons-nous là-dessus avec efficience. Pourquoi les infirmières, il y en a 30 ou 35% qui décrochent au bout de 3 ans ou 5 ans? Pourquoi au bout de 20 ans de carrière, il y en a 40% ou 45% qui ne sont plus là? Et là, il y a un sujet dont je ne voudrais pas que ce soit une sorte de ballon d'oxygène quelque part, et qui demain se traduit dans une conséquence où ça sera encore plus difficile. Je vais prendre un dernier exemple. Ça va être ressenti comme une norme complémentaire. Vous savez, cette France, elle est envahie par ces normes. Non, c'est une réforme profonde du système de santé qu'il faut, et vous le savez parfaitement. Ce décloisonnement public-privé, cette loi pluriannuelle que nous annonçons et que nous voulons évidemment réaliser. Donc je voudrais vous dire que j'ai peur que demain, ça soit encore plus de difficultés dans les endroits en difficulté. Et vous le savez, vous avez souvent parlé dans les questions d'activité du gouvernement de Laval. Je termine. Madame la Présidente, il me reste encore 12 secondes. Laissez-moi parler quand même, le temps est parti, quand même, ou alors j'y arriverai plus. Et vous dire que j'ai peur qu'elle soit tout à fait non opérationnelle et contre-productive. C'est la raison pour laquelle on va avoir le débat avec les amendements, mais nous ne sommes pas favorables, a priori, à cette proposition de loi, soucieux de la qualité, naturellement, de travail des soignants, et surtout sur le nombre, la formation et la rémunération qui doivent être, me semble-t-il, valorisées, et comme ça on n'aura pas de problème d'attractivité de ces métiers. Merci Madame la Présidente. Pour le groupe Horizon Indépendant, j'appelle Monsieur Moulière. Je vous remercie Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le groupe Horizon et Indépendant reconnaît également l'intention louable de cette proposition de loi. Renforcer la qualité des soins et garantir des conditions d'exercice adaptées dans les établissements hospitaliers. Malheureusement, on ne peut pas arriver à cet objectif en imposant des quotas de soignants par patient hospitalisé. C'est une fausse bonne idée. Ainsi, les nombreuses limites techniques, opérationnelles et juridiques nous empêchent de soutenir ce texte. Nous considérons, avec mes collègues du groupe Horizon et Indépendant, que la méthode et les moyens envisagés ne répondent pas aux réalités du terrain et aux défis actuels de notre système de santé. Si la définition de ratio peut paraître séduisante sur le papier, elle se heurte à une mise en œuvre complexe et potentiellement contre-productive. Le problème fondamental auquel nos hôpitaux sont confrontés, mes chers collègues, n'est pas l'absence de normes ou de ratios. Sinon, cela ferait déjà bien longtemps qu'ils auraient été mis en place. Le réel blocage de notre système de santé provient du manque de personnel disponible. Fixer des seuils minimaux ne répondra jamais à la pénurie actuelle de soignants, pas plus qu'elle n'améliorera l'attractivité des métiers hospitaliers. Cette pénurie reste avant tout liée à des difficultés structurelles de recrutement et de fidélisation. Imposer des seuils sans résoudre ces problèmes risque de créer des contraintes insoutenables pour les hôpitaux, voire de conduire à des fermetures de lits et de services, faute de personnel en nombre suffisant.
Il y a aujourd'hui des exemples très concrets qui viennent confirmer mes propos. En effet, d'autres pays ont mis en place ce qui nous est proposé aujourd'hui, comme notamment l'Allemagne depuis 2018. Une étude a été menée par l'Association allemande des hôpitaux et démontre que 62% des hôpitaux interrogés ont fermé des lits en raison de cette réglementation et que 80% des soignants interrogés déclarent que la réglementation n'a pas réduit leurs charges, bien au contraire. Vous voyez, c'est une fausse bonne idée. C'est par la formation, le recrutement et une meilleure valorisation des carrières que nous pourrons répondre aux défis actuels. Ces priorités, déjà engagées par le gouvernement, montrent des signes encourageants, comme l'augmentation récente des recrutements. L'approche que vous proposez aboutirait à rigidifier la gestion des établissements, en contradiction avec la nécessité de souplesse pour s'adapter aux spécificités locales. Les risques d'effets pervers, comme des contentieux massifs ou une surcharge administrative pour la Haute Autorité de santé et les agences régionales de santé, n'ont pas été suffisamment anticipés. Ces lacunes soulèvent des interrogations sur la viabilité et l'efficacité du dispositif que vous proposez. Enfin, l'application exclusive de ces ratios aux établissements assurant des missions de service public hospitalier crée une disparité importante avec les autres acteurs de la santé. Pour toutes ces raisons, nous considérons que cette proposition ne répond pas aux besoins actuels. Enfin, mon groupe regrette l'adoption sans modification du texte en commission, alors même que sa forme actuelle présente, selon nous, des limites importantes. Le groupe Horizon et Indépendants ne pourra donc voter ce texte en l'état. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Panifous pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes très chers collègues. Il est difficile de nier les problèmes rencontrés par l'hôpital public et la nécessité d'y apporter une réponse pratique. Les défis sont immenses et cette proposition de loi qui pointe la désorganisation et la suradministration de l'hôpital tente d'apporter une réponse partielle, certes, mais qui est attendue par les personnels soignants et les patients. Aujourd'hui, l'une des principales raisons qui nuit à l'attractivité des métiers de l'hôpital, ce sont les conditions de travail. Depuis plusieurs années, avant la crise sanitaire, mais de manière décuplée par celle-ci, les soignants nous témoignent de l'existence d'un cercle vicieux avec des vacances de postes nombreuses, des équipes épuisées, des conditions dégradées qui entraînent à nouveau des départs et une dégradation des conditions de travail. Mettre fin à ce cercle vicieux impose de proposer des rémunérations et des conditions de travail à même de garantir la sécurité et la qualité des soins. Les expériences étrangères ont démontré que l'existence de ratios d'encadrement avait permis une amélioration des conditions de soins et une stabilité des effectifs. C'est pourquoi notre groupe soutient la présente proposition de loi, car son adoption permettrait d'envoyer un signal clair. Celui que le fonctionnement d'un service public hospitalier de qualité repose sur des personnels soignants en nombre suffisant. Bien entendu, l'adoption de cette proposition de loi ne s'accompagnera pas automatiquement d'un meilleur taux d'encadrement à l'hôpital. Il ne faudrait pas nourrir de faux espoirs qui se traduiraient alors en déception. Mais cette proposition de loi doit être pensée comme un outil visant à restaurer l'attractivité des métiers hospitaliers par la mise en place de référentiels produits par la HAS. De tels outils doivent évidemment être adaptés aux besoins et donc aux spécificités des territoires, des établissements et des activités. C'est pourquoi il était important que le texte précise que les établissements et les soignants puissent s'approprier les ratios dans le cadre du schéma d'organisation des soins. Plusieurs écueils doivent toutefois être évités. D'abord, s'assurer que l'application de ratios ne se traduise pas par un recours supérieur aux heures supplémentaires ou à des fermetures de lits. L'objectif est bien d'améliorer le recrutement, pas de diminuer les prises en charge ou alors dire la surcharge de travail des soignants. En outre,
Contrairement aux ratios de sécurité requis pour le fonctionnement, il ne faudrait pas que le non-respect des ratios de qualité entraîne une diminution ou une suspension de l'activité. Plus largement, nous pensons que cette question mériterait une loi de programmation. Le Premier ministre a d'ailleurs pris position en ce sens lors de la déclaration de politique générale et nous serons attentifs à son exécution. Mais en attendant, il nous faut prouver aux soignants et aux patients que nous avons pris la mesure de la crise qui traverse l'hôpital et que nous sommes capables de lui donner les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et dans la durée. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Karine Lebon pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Un hôpital en souffrance, ce sont des vies humaines sacrifiées. Nous alertons en vain depuis des années les gouvernements successifs sur l'état catastrophique de l'hôpital public, en première ligne dans le système de soins des Françaises et des Français. Nous le redisons, investissons massivement dans notre système de santé et donnons tous les moyens nécessaires à l'hôpital public pour réaliser ses missions d'intérêt général. Ne cédons pas à l'obsession austéritaire du président de la République et des gouvernements antisociaux qu'il ne cesse de nommer. Nous voici, une fois de plus, à la veille d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui ne fera qu'aggraver la situation déjà chaotique de notre système de soins. Mais au-delà des questions budgétaires, les questions d'organisation de l'hôpital public doivent être mises sur la table. L'état de crise de l'hôpital est principalement marqué par les difficultés liées au manque de personnel soignant. Près de 10% des emplois d'infirmiers ne sont pas pourvus, entraînant de grandes difficultés dans le fonctionnement des services. Une présence soignante insuffisante auprès des patients se traduit par une hausse de la mortalité hospitalière et des risques physiques, psychiques pour les soignants, avec pour seul résultat une dégradation des conditions de travail et de qualité des soins. La commission d'enquête conduite au Sénat en 2022 l'expliquait parfaitement. L'hôpital doit sortir d'un pilotage erratique et d'un quotidien où soignants et dirigeants ne cessent de courir après le temps et les moyens, de gérer les urgences jusqu'à l'épuisement. Cette proposition de loi porte un sujet essentiel, l'amélioration des conditions de travail des soignants et de la prise en charge des patients, laquelle ne peut passer que par la mise en place d'un nombre minimum de soignants par patient. En mettant au point des standards capacitaires par l'utilisation d'outils de mesure objectifs de la charge en soins, un mécanisme d'alerte pourra être mis en place dès le dépassement d'un seuil critique. La mise en place de ratios de soignants par patient pour chaque spécialité et activité de soins est très attendue par les professionnels de santé, mais également par les associations de patients. Ces dernières, en nombre considérable, avaient d'ailleurs publié une tribune dans Le Monde en février 2023 pour rappeler à l'adoption de cette proposition de loi. L'une des causes majeures des difficultés de recrutement et de la fuite du personnel soignant, en particulier infirmier, tient, plus encore qu'au faible niveau des salaires, à l'augmentation de la charge de travail due au manque d'effectifs. Fixer un nombre minimum, c'est reconnaître le travail des soignants, c'est redonner du sens à leur métier et le rendre un peu plus attractif. Étant donné que le Premier ministre lui-même disait qu'il voulait un pays de solidarité et non pas d'abandon, que vous-même, Monsieur le ministre, j'ai entendu tout à l'heure être favorable à cette proposition de loi, nous pensons qu'un large accord sur l'ensemble des bancs est possible et c'est suffisamment rare pour être souligné. L'hôpital public n'est pas une dépense, c'est un investissement, un devoir de solidarité nécessaire. Dominique Méda le rappelait. Selon les ratios retenus, il pourrait être nécessaire de recruter jusqu'à 100 000 infirmiers pour un montant pouvant atteindre 5 milliards d'euros. Les ressources existent, aux politiques à nous de prendre nos responsabilités. Nous remercions vivement le groupe socialiste et apparenté d'avoir bien voulu mettre ce texte à l'ordre du jour de leur niche parlementaire. Merci également au rapporteur Guillaume Garot pour le travail qu'il a réalisé en concertation avec les équipes soignantes pour enfin apporter une solution à ce problème récurrent. Le groupe GDR se doit toutefois d'alerter sur un certain nombre de questions. La mise en place d'un nombre minimum de soignants par patient pourrait provoquer 3 conséquences que nous devons d'éviter. La fermeture de lits ou une remise en cause de la durée de travail pour les personnels, souvent déjà sollicités au-delà des 35 heures, des déplacements d'effectifs d'un service à un autre pour respecter au mieux les ratios et une possible concurrence entre les services pour obtenir des ratios plus importants. Il sera essentiel de tout mettre en œuvre pour éviter ces risques pour notre système de soins.
Ces ratios doivent effectivement viser à rétablir les capacités de l'hôpital en faisant revenir les soignants, non à fermer des lits. Nous sommes conscients que l'objectif de ce texte est d'enclencher une dynamique en fixant des cibles à atteindre et que les résultats apparaîtront à long terme. Le nombre minimum qui sera imposé devra en réalité être optimal. Il devra permettre en priorité de faire face aux absences de personnel, de garantir à chacun le respect de ses droits à repos et congés, de garantir l'accès à la formation pour toutes et tous. Il apportera enfin toute l'humanité que nous devons aux patients, pour que les personnes hospitalisées ne soient plus abandonnées à leur triste sort dans leur chambre des heures entières en raison du manque de personnel, pour que les familles ne soient plus empêchées de rendre visite à leurs proches pour ne pas déstabiliser le fonctionnement des services. Nous voterons donc pour ce texte. Pour améliorer durablement les conditions de travail des soignants et la prise en charge des patients, ces ratios doivent trouver une traduction concrète dans une grande loi de santé publique reposant sur une programmation des besoins de formation et de recrutement et prévoyant des moyens correspondants. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe Rassemblement National, j'appelle Monsieur Muller et Monsieur Verny passera à la suite. Ou pas. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce texte aborde une question essentielle, la qualité des soins et les conditions de travail de nos soignants. Ces enjeux, je les connais bien car j'ai été aide-soignant durant 22 années de ma vie. Je sais à quel point nos équipes médicales sont les piliers de notre système de santé. Et je mesure chaque jour l'impact des décisions que nous prenons ici sur leur réalité quotidienne. Depuis des années, nos soignants subissent une pression insoutenable, conséquence directe des politiques de rationalisation budgétaire. Ces politiques, guidées par une logique comptable indigne de notre nation, se sont traduites par des fermetures massives de lits et de services, affaiblissant ainsi notre capacité de prise en soin. Elles sont aussi dégradées les conditions de travail de ceux qui restent, jusqu'à parfois les pousser à l'épuisement ou à quitter leur métier. Il est en effet absolument inadmissible que le métier d'infirmier, véritable vocation au service des autres, voit 30% de ses membres le quitter au bout de seulement 5 ans. Cette situation est la preuve criante d'un système qui ne fonctionne plus, car nous avons trop longtemps ignoré les besoins réels de nos soignants et de nos concitoyens. Aujourd'hui, les ratios minimaux existants ne visent pas à améliorer la qualité des soins. Ils ne servent qu'à justifier des économies budgétaires, sans jamais prendre en compte les besoins réels des patients, ni la complexité croissante des soins. Et c'est bien là que réside le problème. Lorsqu'on réduit des moyens en se basant uniquement sur des chiffres, on détruit progressivement l'hôpital public. Ce qui devrait être une institution forte et protectrice est devenu un système en souffrance, dans lequel la confiance de nos concitoyens diminue. Bien que cette confiance reste élevée, elle ne cesse de s'éroder, et cela ne peut plus durer. Par ailleurs, nous savons que le manque de personnel soignant a des conséquences directes et graves sur l'ensemble. L'ensemble des études le montrent. Lorsqu'un soignant doit s'occuper de trop de patients, les risques de complications augmentent. Escarres, chutes, thromboses, infections nosocomiales ou encore erreurs médicamenteuses. Ce sont des vies qui sont en jeu. Nos infirmiers et aides-soignants, débordés par l'urgence permanente, sont obligés de prendre des initiatives rapides pour pallier à des situations critiques. Entendez par là des glissements de tâches. Tout est urgence, tout est rapidité, et cette accélération perpétuelle dénature leur mission. Un bon soin nécessite de la minutie, de l'attention et du temps. Cette surcharge de travail, ces responsabilités déplacées sont non seulement injustes, mais aussi dangereuses, à la fois pour les soignants et pour les patients. Alors oui, ce texte pose la question des ratios minimaux et va dans le bon sens. Mais il est loin d'être suffisant. Pour véritablement relever notre système de santé, il est impératif de revaloriser massivement les métiers de la santé. Cela passe par une augmentation significative des rémunérations et un effort ambitieux de recrutement et de formation. Ce n'est qu'en redonnant aux soignants des conditions de travail dignes que nous pourrons redonner du sens à leur métier et garantir la sécurité de nos patients. Ces ratios doivent également être déterminés sur les bases scientifiques solides.
validés par des experts et surtout élaborés en concertation avec des professionnels de santé de terrain. Ce sont eux qui connaissent les spécificités de chaque service et de chaque territoire. Nous devons aussi tenir compte des réalités spécifiques des territoires ruraux et insulaires, souvent oubliés dans les politiques nationales. La santé n'est pas uniforme, elle exige des réponses adaptées et flexibles. Enfin, ces ratios ne doivent pas devenir un fardeau supplémentaire pour des établissements déjà en tension. L'État doit impérativement accompagner leur mise en œuvre par des moyens financiers conséquents. La santé publique doit redevenir une priorité nationale, car elle est la clé d'une société forte et solidaire. Mesdames, Messieurs les députés, il nous faut marquer une rupture avec les politiques de gestion aveugle. Nous devons impérativement repenser notre système de santé, non comme une dépense, mais comme un investissement essentiel pour l'avenir de notre pays. En redonnant aux soignants la reconnaissance et les moyens qu'ils méritent, nous pouvons leur permettre de retrouver le sens profond de leur mission et de servir à nouveau dans des conditions dignes. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Annie Vidal pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur. Nous portons toutes et tous sur ces bancs la volonté de favoriser la qualité et la sécurité des soins, ainsi que l'amélioration des conditions de travail des soignants qui s'engagent au quotidien dans nos établissements de santé, et je veux ici les en remercier, leur dire notre reconnaissance et leur dire la conscience que nous avons de la difficulté de leur métier. Votre proposition de loi, chers collègues, propose donc, pour y répondre, la fixation de ratio patient minimal. Toutefois, la proposition de loi, telle que rédigée dans son article unique, ouvre un champ très large qui concerne toutes les spécialités, tous les soignants, toutes les activités qui s'appuie sur le nombre de lits ouverts et de passages pour les activités ambulatoires. Nous souhaitons avant tout nous assurer que les solutions proposées soient réalistes, applicables et efficaces. En l'état, cette proposition de loi, bien qu'animée par une volonté louable et que nous partageons, me semble poser plusieurs difficultés. En premier lieu, et c'est à mon sens un des points les plus prégnants, elle se heurte à la pénurie marquée des professionnels du secteur, ce qui limite considérablement la possibilité d'une mise en œuvre qui permette d'atteindre les objectifs. Si fixer des ratios peut être un facteur d'attractivité, et nous avons besoin pour pouvoir les nombreux postes vacants de plus de soignants, en revanche, l'opposabilité des ratios définis emporte un risque non négligeable de produire l'effet inverse, à savoir l'adaptation du nombre de lits au personnel disponible et donc des fermetures de lits. Ensuite, confier la responsabilité de fixer ces ratios à la Haute Autorité de Santé est selon moi une approche trop centralisée et uniforme, éloignée de la proximité des services de soins, porteuse de rigidité et de complexité, qui viendrait en contradiction avec notre volonté de souplesse que les établissements attendent. Il convient donc, à mon sens, de donner aux établissements la responsabilité de fixer eux-mêmes ces ratios. Il me semble aussi nécessaire, dans une première phase en tout cas, de limiter le périmètre aux unités de médecine, chirurgie et obstétrique pour une application ciblée plus efficace qui pourrait par ailleurs servir de testing et de préciser que les seuls soignants concernés sont les infirmières diplômées d'État et les aides-soignants qui constituent par ailleurs, avec les médecins, le socle de base du service au chevet du patient. Cela permettrait de répondre à cette demande de ratio minimal sans créer une rigidité excessive dans l'organisation des établissements. Je n'oublie pas qu'au moment de la crise sanitaire, les soignants ont exprimé très clairement leur souhait d'être davantage impliqués dans les décisions qui concernent leur quotidien. C'est aussi un gage de sécurité, nous l'avons vu. Je voudrais également citer l'exemple allemand, où la fixation des ratios en 2018 a eu pour conséquence la fermeture de lits, le report de rendez-vous,
un élargissement des listes d'attente et des coûts de personnel supplémentaires au titre de la documentation et du contrôle. L'évaluation du dispositif réalisée en 2024 atteste que le non-respect des ratios est principalement dû à la pénurie existante de professionnels, situation qui est la nôtre aujourd'hui. 67% des hôpitaux indiquent que le manque de souplesse est inapproprié au bon fonctionnement des hôpitaux. 62% ont dû fermer des lits et 80% des soignants indiquent que leur charge de travail n'a pas été réduite et les conditions n'ont pas été améliorées. Notre groupe proposera donc des amendements qui visent à rendre cette proposition de loi plus opérante, auxquels il faudra ajouter une impulsion forte, Monsieur le ministre, je m'adresse à vous, pour une dynamique de formation et d'attractivité des métiers, ce qui nous est indispensable. J'appelle donc mes collègues, tous mes collègues, à privilégier une approche pragmatique et à voter ces amendements. Adopter un texte inopérant ne servira ni les patients, ni les soignants, ni nos établissements de santé et sera source de déception. Vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous sommes tous favorables à une augmentation du nombre de soignants, mais nous voulons être prudents et éviter qu'une bonne intention, sans étude d'impact et sans expérimentation préalable, n'aggrave une situation déjà complexe. S'ils sont votés, ces amendements, nous pourrons alors voter ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Damien Baudet pour le groupe La France Insoumise, le Front populaire. Présidente, ministre, président de la commission, rapporteur, collègues. À Limoges, il y a 5 jours, un infirmier m'explique. Tout à l'heure, aux urgences, j'avais un patient de plus de 60 ans. Ça faisait 3 jours, 13 heures et 45 minutes qu'il était là. Quand on arrive à 7h30, les couloirs sont pleins. On monte jusqu'à 80 personnes parfois. C'est 20 patients pour une infirmière. On stocke les gens à l'entrée dans la zone d'accueil. Au moment où l'on se parle, nos hôpitaux et leurs services d'urgence sont asphyxiés. En plus, ils doivent faire face à l'épidémie de grippe. Des soignants des urgences se retrouvent donc avec parfois 20 patients à leur charge. Parce qu'il n'y a plus de place dans les services pour les hospitaliser. Parce que depuis 30 ans, vous supprimez des lits dans ces services. 34 000 depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. L'hôpital est toujours plus malade, mais vous avez toujours le même traitement, des économies. Des économies qui font que les soignants se retrouvent avec trop de patients et des économies qui font surtout que les soignants ne s'y retrouvent plus, alors ils partent. Christelle, infirmière. Depuis le Covid, j'ai toujours eu l'espoir que ça change, mais je vois qu'il n'y a pas de changement, donc je m'en vais. Entre 2020 et 2022, nous sommes passés de 7 500 à 60 000 postes d'infirmières vacants. Il n'y a plus personne pour gérer les lits, donc les lits, ils ferment. Première conséquence. Anthony, infirmier dans l'Est. J'ai des patients, on les hospitalise dans les couloirs, à touche-touche avec d'autres brancards. Résultat, au bout de 3 jours, ils attrapent la grippe. Des gens tombent malades aux urgences à cause de la surcharge. Deuxième conséquence, la maltraitance. Tristan, dans mon coin. Avec autant de patients, vous ne pouvez pas bien traiter les gens. L'autre jour, j'ai un patient qui m'a demandé de l'accompagner aux toilettes. Je lui ai dit que je revenais dans 5 minutes. Mais quand on a 19 autres patients à gérer, les 5 minutes, elles se transforment en 3 heures. Et quand vous repassez, eh bien le patient, il s'est fait dessus. Ultime conséquence, la mise en danger des patients. D'après une enquête de SAMU Urgences de France sur ce mois de janvier, 1 établissement sur 3 a déclaré des incidents graves suite à cette surcharge. Et précisons ce que ça veut dire, incident grave. Concrètement, dans un hôpital sur 3, des patients finissent handicapés à vie, frôlent la mort ou décèdent du fait de cette surcharge. Et la Haute Autorité de Santé l'explique elle-même. Tout cela est lié à la charge de travail, à la fatigue des professionnels ou au manque de lits. Ultime conséquence, du fait de cette surcharge, des gens meurent aux urgences. Et ces patients qui décèdent sont des fils, des sœurs, des maris. C'est Lucas, 25 ans, à Hyères. C'est Célim, à Toulouse. C'est Frances, à Grasse. L'urgence, donc, c'est de changer de cap. Changer de cap, c'est déjà regarder cette réalité en face. Et il est insupportable d'entendre les ministres expliquer que le problème, ce serait les Français qui viennent aux urgences pour rien, alors que ce sont souvent les mêmes ministres qui ne donnent pas les moyens et qui, pour l'hôpital, n'ont rien fait. Changer de cap, c'est donc aussi arrêter les économies. Dans le dernier budget, heureusement censuré, vous nous proposiez presque 5 milliards de coupes sur la santé. Mais changer de cap, c'est surtout faire revenir les soignants. Alors comment on fait ?
Dans toutes les enquêtes, les infirmières le disent. Toutes demandent de meilleurs salaires, mais surtout, toutes demandent davantage de collègues. Et comment ça se fait? Par de meilleures conditions de travail. Il suffisait assez simplement de leur poser la question. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de redonner des perspectives aux soignants. Si nous mettons les moyens en face, un nombre maximum de patients par soignant peut améliorer drastiquement les conditions de travail. CIH, SNPI, CIU, SAMU Urgences de France, que je salue juste ici en tribune, un grand nombre d'organisations le demandent, avoir des ratios. Et je me réjouis d'ailleurs, puisqu'avec Monsieur le ministre Neuder, nous avons signé ensemble une tribune disant que la mise en œuvre d'une telle proposition de loi améliorerait la qualité des soins. Et j'espère que vous resterez fidèles au texte que nous avons co-signé ensemble. Les pays qui ont mis en place ces ratios en sont satisfaits. Les expériences à l'étranger montrent que cela permet de recruter. Mais quand même d'un mot. Savez-vous que les ratios existent en France? Alors, ils n'existent pas à Limoges, ils n'existent pas à Saint-Junien, ils n'existent pas dans les hôpitaux de Seine-Saint-Denis, non. Ils existent à l'hôpital américain de Neuilly, là où se fait soigner Bernard Arnault, Vincent Bolloré ou encore la femme de Monsieur le Président, Brigitte Macron. Un responsable de l'hôpital explique qu'ils ont réussi à attirer des soignants car ils emploient une infirmière pour 7 patients, alors que dans les autres hôpitaux, c'est une infirmière pour 15 patients. Même eux se vantent que les ratios ont permis d'attirer de nombreux soignants. Alors cette proposition de loi, elle est assez simple. Nous voulons que tous les Français aient les mêmes conditions d'accès à la santé que Bernard Arnault, que Vincent Bolloré ou que Brigitte Macron. Bien sûr que cette proposition de loi, elle n'est pas parfaite. Mais elle envoie un signal pour les patients. Vous serez bien pris en charge à l'hôpital. Elle envoie un signal pour les soignants de meilleures conditions de travail. Alors je veux croire que cette proposition de loi sera la première pierre pour reconstruire notre système hospitalier, à condition que le gouvernement ne fasse pas de nouvelles économies sur la santé. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Verny pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Depuis le début de cette nouvelle année, notre pays a généré environ 4,5 milliards d'euros de dettes. Pendant les 5 minutes de mon intervention, 9 millions d'euros de dettes supplémentaires vont s'additionner aux 3 400 milliards de dettes déjà existantes. C'est de l'argent que nous n'avons pas. C'est une dette que nos enfants devront payer. Et pourtant, cet argent continue d'être dilapidé dans des circuits administratifs inefficaces au lieu d'être consacré à ce qui compte vraiment, les soignants, les patients, la santé de nos concitoyens. Le problème de notre hôpital n'est pas qu'il manque de moyens, mais qu'il manque de bon sens. 35% du personnel de la fonction publique hospitalière est consacré à des fonctions de support administratif. Un tiers. Pendant ce temps, nos infirmières s'épuisent, nos aides-soignants sont à bout de souffle et nos médecins accumulent 70 heures de travail par semaine par conscience professionnelle. Cette suradministration étouffe notre système. Il est temps d'agir. Moins d'administratifs, plus de soignants. Avec la technologie dont nous disposons aujourd'hui, automatiser et numériser les tâches administratives n'est pas une option, c'est une nécessité. D'autant que nous pouvons le mettre en œuvre. Le numerus clausus, c'est l'absurdité érigée en système. Pendant des décennies, nous avons volontairement fermé la porte des études de médecine, tout en regardant les rangs de nos soignants se vider. Une folie pure quand notre pays croule sous le manque de personnel médical. À titre de comparaison, la Suisse, qui n'a que 38% de dépenses publiques, soit 20% de moins que nous, a 30% de médecins par habitant de plus que nous. Au même moment, nos universités forment à la chaîne dans des disciplines sans débouchés réels. En sociologie, par exemple, vous n'avez que 2 débouchés, prof de sociologie ou la réorientation. Il faut ajuster nos priorités et ouvrir des places là où elles sont vitales, en médecine. La situation est d'autant plus absurde que nous disposons de personnel extrêmement qualifié. Des infirmières hautement diplômées et compétentes, mais sous-utilisées dans leur plein potentiel. C'est du gâchis pur et simple. Et pendant que nous gaspillons ainsi les talents de nos soignants, des patients attendent des mois pour consulter dans certaines spécialités.
Certains renoncent même à se soigner, faute de rendez-vous disponibles, aggravant des pathologies qui auraient pu être prises en charge à temps. De plus, nous chassons nos propres médecins. Leur pouvoir d'achat s'effondre, étouffé par une fiscalité écrasante, des charges démesurées et des contraintes administratives incessantes, comme toutes les professions libérales d'ailleurs. Résultat, ils désertent la France pour aller exercer ailleurs, là où on les respecte. Paupériser ceux qui sauvent des vies est un scandale. Il faut inverser la tendance, leur redonner envie et surtout les moyens d'exercer leur métier avec dignité en abaissant massivement les charges qui pèsent sur les professions libérales. Il est temps d'en finir avec les demi-mesures. Plafonnons les fonctions administratives à 20%, comme l'a proposé le groupe UDR, et allouons nos ressources aux soins plutôt qu'à la bureaucratie. Simplifions les processus, numérisons ce qui peut l'être et ouvrons davantage de places en médecine pour former les soignants dont nous avons besoin. Valorisons enfin ces professionnels essentiels et redonnons-leur les moyens d'exercer dans des conditions dignes. Chaque euro dépensé est l'argent des Français. Chaque centime doit être investi avec responsabilité. Dans un système à bout de souffle, chaque ressource mal utilisée est une trahison envers ceux qui financent notre système de santé et envers ceux qui en dépendent. Supprimer les postes de fonctionnement administratif des ARS, c'est presque 1 milliard d'euros d'économie. Ce milliard représente 20 000 postes de soignants. Ainsi, chaque minute gaspillée dans nos méandres administratifs inutiles est une minute de soins volés à des patients en attente, à une vie que l'on pourrait sauver ou à une douleur que l'on pourrait soulager. Ces gaspillages ne sont pas abstraits, ils ont des conséquences bien réelles, bien humaines, et ils doivent cesser. Nous voterons donc pour ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La discussion générale est close et monsieur le rapporteur souhaite apporter des éléments de réponse. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de nos échanges et la qualité des arguments qu'ils ont avancés. Ce que je souhaite, bien évidemment, c'est qu'on puisse retrouver ici, dans l'hémicycle, l'esprit de consensus que nous avions su trouver, cultiver même en commission. Alors, pour faire avancer les choses, pour faire avancer le débat, je voudrais répondre en quelques mots. D'abord, pour repérer les points de convergence entre nous tous. Et les points de convergence, ils sont assez clairs. Vous nous dites tous, si on veut redonner de l'attractivité au métier du soin, à l'hôpital en particulier, il faut agir sur la rémunération des soignants et il faut être capable d'agir aussi sur la formation des soignants. On est tous d'accord. Mais ce que moi je souhaiterais personnellement, c'est qu'on envoie la traduction réelle, concrète, tangible dans le PLFSS. Alors, chers amis, je vous le dis, chiche, mettez dans le PLFSS ces crédits qui permettront justement de mieux rémunérer et d'embaucher davantage de soignants mieux formés. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il ne faut pas simplement tenir des discours à la tribune au mois de janvier et les oublier lorsqu'ils arriveraient au mois de février. Donc ça, c'est la première chose. Mais au-delà de cette remarque, j'ai entendu aussi des points de divergence entre nous tous. Et il y a deux familles d'arguments, finalement, au sein du socle commun qui, d'une certaine façon, se contredisent. Parce que certains, et c'est l'argumentation de Philippe Vigier, nous dit attention, on va ajouter trop de normes, trop de contraintes. Sous-entendu, la norme, elle serait écrasante pour le public en particulier. Et puis j'ai entendu aussi, et ça venait de la part de Madame Cornelou, ah mais pas du tout, la norme, elle sera trop valorisante, mais cette fois pour le public. Et il faudrait aussi y mettre le privé. Donc il faut être d'accord, soit la norme, elle est écrasante, soit elle est valorisante. Toujours est-il que, et je vais faire court, moi je veux dire que la norme, elle protège, que la norme, elle permet de garantir et aux soignants et aux patients que le soin sera de meilleure qualité. Et c'est ça que nous devons tous rechercher. Alors ensuite, c'est la tâche du ministre.
C'est la tâche du ministre de mettre en œuvre ce que nous aurons collectivement décidé. Et je l'ai dit ce matin, moi je fais confiance à Yannick Neuder parce que non seulement il a signé une tribune, mais il s'était prononcé en commission favorablement pour le texte qui est aujourd'hui soumis à votre examen. Alors, pour conclure, je veux le redire parce qu'il y a eu ce débat sur l'opposabilité. Est-ce que si on adopte cette loi, ça va rendre les choses opposables pour les hôpitaux? Ça veut dire qu'on serait amené, si on n'avait pas le nombre de soignants suffisant, à fermer des services, fermer des lits. Absolument pas. Je le redis pour la énième fois, ce sont des ratios de qualité, pas des ratios de sécurité tels qu'ils existent aujourd'hui. Et on doit tous viser à cette qualité. C'est ce qui nous fera progresser collectivement. Mais il faut s'en donner les moyens, ondame après ondame, année après année, budget après budget. Il faut se donner les moyens en termes de formation. C'est le travail à mener avec les régions. Il faudra sans doute aussi se donner les moyens en termes de rémunération. C'est le travail qu'on doit faire dans les PLFSS. Et je veux le redire, le Ségur a été un sacré pas en avant. Je le dis ici publiquement. Je l'avais reconnu en commission et je veux le reconnaître encore en séance publique. Mesdames, Messieurs, je pense qu'on a moyen aujourd'hui de faire du bon travail. Et vous verrez tout à l'heure, je ne souhaite pas que nous ayons aujourd'hui des amendements qui soient adoptés et qui finalement ralentiraient le processus d'adoption de ce texte. Ce texte, il a trouvé un point d'équilibre au Sénat. Ce texte, ça n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Et c'est le point de départ d'un chemin qui va nous emmener sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour qu'on soit sûr que le jour où il est mis en œuvre dans les hôpitaux, eh bien, il soit adapté aux réalités locales et y permette à tous les Français d'être garantis d'un bon soin, de la qualité des soins. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, nous comme législateurs. En tout cas, merci à vous tous. Et maintenant, on va écouter les amendements qui vont venir. Mais je le dis, je souhaite un texte conforme. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le rapporteur. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, brièvement, parce que dans le cadre du niche, je sais que le temps est compté, simplement quelques mots, notamment je commencerai par Monsieur Maudet, que je ne vois pas, mais il est là, pardon. Effectivement, je vous confirme, quand j'ai une idée, et que je pense que c'est plutôt une idée qui va dans le bon sens, qui concerne la sécurité des patients, l'attractivité des soignants à l'hôpital. Qu'est-ce qui fait qu'en 10 ans, on a 20% de nos effectifs soignants qui quittent nos établissements? Eh bien, je l'ai vécu en tant que médecin hospitalier pendant 25 ans. Je l'ai pratiqué en tant que député. Donc, ces idées, elles étaient les miennes. Je suis ministre, je ne vais pas changer d'idée. Donc oui, je confirme que je serai favorable à ce que l'on puisse introduire ces quotas, mais dans de bonnes conditions. Il ne s'agit pas de conduire des situations qui amèneraient à faire porter sur les directeurs d'établissement des responsabilités qui seraient insupportables et qui conduiraient, d'ailleurs ça a été très bien dit par Madame Lebon, à l'effet secondaire, c'est-à-dire qu'en fait il y a une responsabilité engagée du directeur, donc du coup, ceinture, bretelle, on ferme les lits pour ne pas s'exposer. Ça serait exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je fais confiance à cet hémicycle pour pouvoir mettre les voies qui vont permettre d'améliorer les choses sur notamment le capacitaire de formation. On a évoqué le sujet, c'est 60 000 infirmiers potentiels à former, donc il va falloir quelques promotions. Je redis simplement qu'en France, nous formons actuellement 24 000 diplômés chaque année, donc je vous laisse faire les calculs, il va falloir plusieurs formations. Donc ça fait partie des réformes structurelles de formation qui vont permettre des réformes structurelles de l'hôpital pour pouvoir justement soigner mieux, soigner plus dans de bonnes conditions et permettre que nos soignants aient le sourire, soient heureux au travail. Et je pense que quand on soigne en étant heureux, eh bien, on a des patients heureux. Tout ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Donc si effectivement on attend
des résultats dans 3 mois, je vous confirme qu'on peut changer de ministre parce que dans 3 mois, il n'y aura pas de changement. Maintenant, si on se fait confiance collectivement et qu'on peut s'inscrire dans la durée, eh bien, jusqu'en 2027, eh bien, ces 3 ans, on peut améliorer chaque année le nombre d'infirmiers formés et de les enclencher dans cette formation. Ensuite, la cible, il faudra qu'on nous définissions la cible, ça a été dit par un certain nombre de parlementaires. Il faudra également évaluer financièrement le sujet. Et puis sur la Haute Autorité de Santé, pour répondre à Annie Vidal, j'entends effectivement que c'est peut-être un éloignement, donc je suis favorable, Madame la députée, à ce qu'il y ait une certaine flexibilité qui soit donnée au niveau des établissements. Monsieur Panifou, vous avez évoqué un sujet qui était intéressant, c'était les heures supplémentaires, vous avez été le seul à l'évoquer. Donc effectivement, il faudra veiller à ce que ça ne se traduise pas pour maintenir les quotas à des nombres d'heures supplémentaires qui seraient difficilement tenables. On connaît les compteurs dans les services ou les comptes épargne-temps qui ne sont pas pris. Et puis dernier point, Madame Lebon, vous avez effectivement évoqué le sujet de la concurrence entre les services. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je l'ai connu, je le connais jusqu'en décembre quand j'étais chef de pôle. Il y avait même au sein des pôles hospitaliers de la concurrence, puisque dans mes secteurs de soins intensifs, de soins continus, je n'avais pas de difficulté de recrutement. Dans les unités traditionnelles où la charge était peut-être finalement plus lourde avec l'absence de quotas de soignants, eh bien c'était moins attractif. Voilà ces quelques mots pour au final améliorer les infections nosocomiales, à diminuer la charge des soignants, diminuer la durée moyenne de séjour et surtout diminuer la réhospitalisation. Ça fait partie de ces réformes structurelles que l'hôpital et ses soignants attendent et je remercie le sénateur Jomier d'avoir su convaincre le Sénat. Vous venez d'écouter la discussion générale sur la proposition de loi socialiste qui veut instaurer un nombre minimum de soignants par patient à l'hôpital. Vous pouvez revoir cette séance en intégralité sur notre site internet ou nos réseaux sociaux. À très bientôt sur LCP.